At this point, I don't know what's going to happen. I may get caught right away. Dans cette forêt, le danger peut venir de n'importe où. D'un mouvement entre deux arbres, d'un reflet derrière des fougères, ou d'un homme que personne ne voit encore, mais qui pourrait très bien être en train d'observer chaque pas des policiers depuis les hauteurs de Rattlesnake Ridge. Parce que ce qu'ils cherchent n'est pas une maison, ni une voiture abandonnée, ni une cabane posée au bord d'un sentier. Ils cherchent une cage construite pour disparaître. Un endroit enterré sous 6 mètres de profondeur, quelque part dans la pente, camouflé sous les branches, pensé pendant des années pour se fondre dans la montagne. Et le problème, c'est que l'homme qu'il traque connaît ce terrain mieux qu'eux. Il sait où passer, il sait où se cacher, il sait probablement aussi comment écouter les communications de la police. Alors les premiers agents envoyés sur place ne peuvent pas avancer comme une équipe d'intervention classique. Ils doivent jouer un rôle, parler comme des randonneurs, marcher comme des promeneurs, tout en analysant chaque détail autour d'eux sans jamais donner l'impression de chercher quelque chose. Sinon, ça pourrait bien être leur dernière balade. Mais ils sont bien entraînés et repèrent rapidement des petits indices. Un peu de boue sur une feuille, une branche déplacée, une trace trop fraîche pour appartenir à une vieille randonnée. Rien qui ne permet d'être certain, mais assez pour comprendre qu'ils ne sont peut-être plus très loin. Et plus ils montent dans cette forêt humide, plus la tension devient étrange, parce qu'ils ne savent pas s'ils sont en train de se rapprocher d'un refuge vide ou d'un homme armé, retranché quelque part, juste au-dessus d'eux. Quand le soleil se lève ce 22 avril 2012 à North Bend, dans l'État de Washington, tout laisse à penser qu'il s'agira d'un jour comme les autres. North Bend est une petite ville tranquille au pied de la chaîne des Cascades, à une 50aine de kilomètres à l'est de Seattle. C'est un endroit charmant où les forêts de conifères descendent jusqu'aux clôtures des jardins de pavillons. La taille de la commune a beau être modeste, elle reste réputée pour ses randonnées, ses activités extérieures, et bien sûr pour sa proximité avec le mont Si, ou Mount Si en anglais. Les week-ends, beaucoup d'Américains du coin, voire même du pays, posent leurs valises pour se détendre en regardant les montagnes. Et ce dimanche-là, fait pas exception. En tout cas, jusqu'à ce qu'un homme lève les yeux et voit de la fumée s'échapper du toit de la maison de ses voisins, sur la 159e à Southie Street. Il ne perd pas une seconde et compose le 911 vers 8h45. Les pompiers arrivent rapidement, sauf que le premier obstacle se dresse devant eux. L'entrée est verrouillée. Ils doivent forcer la porte pour s'introduire dans le logement et combattre les flammes. Et là, surprise, c'est pas aussi simple que ce à quoi ils s'attendaient. Pourtant, une porte d'entrée, normalement, ça doit pas leur résister bien longtemps en général. Sauf que dans ce cas, elle est barricadée de l'intérieur avec un canapé, du matériel stéréo et d'autres meubles empilés contre le battant. À ce stade, les circonstances qui entourent cet incendie demeurent mystérieuses et surtout peu habituelles. Bon, mais la priorité reste de maîtriser le feu avant qu'il ne consume toute la structure. Seulement, quand les pompiers réussissent enfin à y venir à bout et traversent la maison encore fumante, ils font une bien mauvaise découverte. Il y a 2 corps de femmes dans un lit. Les victimes sont chacune dans une chambre, et a priori elles semblent avoir été tuées par arme à feu. La première c'est Lynette Keller, une femme au foyer de 41 ans. La seconde c'est Kaylin, sa fille, 18 ans. Elles ont probablement été attaquées durant leur sommeil, ou très peu de temps après leur réveil. En tout cas, elles ont été surprises par le tueur. Elles n'ont pas eu le temps de se lever, et elles n'ont sûrement pas compris ce qui leur arrivait. Très vite, après l'arrivée des premiers intervenants, la maison des Keller est considérée comme une scène de crime, avant d'être passée au crible par les techniciens scientifiques. Dans la chambre de Lynette, le sol est jonché d'indices. Des boîtes de munitions de calibre 22 vides sont éparpillées sur le plancher. 2 étuis de silencieux vides ont eux aussi été abandonnés sur place. Une douille est même restée coincée dans les cheveux de la mère de famille. Lynette a 2 blessures à la tête, une derrière l'oreille droite et une autre sur le dessus du crâne. Kaylin, elle, n'a qu'une seule blessure, derrière l'oreille gauche. La balle a été tirée à bout touchant. L'arme était donc collée à sa peau quand le meurtrier a fait feu. Les 2 victimes ont été abattues avec un pistolet équipé d'un silencieux, ce qui n'est pas un détail anodin, parce qu'un silencieux est bien sûr inutile face à quelqu'un de conscient, qui peut se débattre et faire du bruit. Par contre, il est idéal quand on veut tirer discrètement, sans réveiller la cible qui dort à côté. Alors attention, parce que contrairement à ce qu'on voit dans les films, un silencieux ne rend pas une arme complètement silencieuse. Il étouffe le tir, il le rend moins brutal, mais le coup reste audible. Visiblement, ça a bien aidé l'assassin, qui n'a pas alerté le voisinage et qui a pu effacer toute trace de ses crimes. Et avant que la maison entière ne disparaisse en emportant toutes les preuves avec elle, le tueur avait mis sur pied un vrai stratagème. 7 bidons d'essence ont été répartis dans les différentes pièces du logement. L'un d'eux, un bidon de 4 litres, a été placé dans une poêle en fonte, posée sur le brûleur avant de la cuisinière électrique, laissée en marche.
C'est donc dans la cuisine que l'incendie a démarré. En moins de 30 minutes, les vapeurs d'essence ont pris feu et les flammes se sont propagées jusqu'au plafond. Une partie de la toiture de la cuisine s'est effondrée. À cause de cet effondrement et de la chaleur, l'un des plus grands bidons contenant 19 litres de carburant a fondu sur le sol. Le liquide inflammable s'est ensuite répandu, embrasant le plancher à son tour. Les autres bidons posés ici et là dans la maison, comme des relais de l'incendie, ont frôlé l'explosion. Ils étaient prêts à s'éventrer pour déverser encore plus de carburant. Sauf que l'intervention des pompiers s'est faite in extremis. Donc quelqu'un avait bien pensé à tout. Et il a bien failli réussir à aller jusqu'au bout de son plan. C'était sans compter sur l'un des voisins des Keller, qui a vite remarqué l'incendie, et permis aux pompiers d'arriver sur les lieux avant que tout ne flambe. Les voisins qui espionnent, c'est pénible, jusqu'au jour où ta maison brûle. Et tant mieux d'ailleurs, parce qu'au lieu d'un tas de cendres illisibles, les enquêteurs ont donc trouvé une maison qui tient encore debout. Elle n'a brûlé qu'à moitié. Et surtout, elle est encore pleine de ce que le coupable a voulu détruire. Dans le cabanon du jardin, les enquêteurs repèrent l'endroit où plusieurs bidons d'essence étaient stockés avant d'être placés à l'intérieur. D'ailleurs, la porte a été laissée ouverte ce matin-là, ce qui, d'après un voisin, n'était jamais le cas. Le chat et le chien de la famille ont eux aussi péri dans l'incendie. L'examen radiologique pratiqué sur les animaux démontre qu'ils ont tous deux été abattus par balle. Pas un seul être vivant n'a été épargné dans cette maison. Ou peut-être que si, parce que les enquêteurs réalisent vite que les deux victimes ne vivaient pas seules. Peter, le mari de Lynette et père de Kaylin, était supposé être là aussi. Or, son corps n'est pas avec les leurs, et aucun de ses proches ou collègues ne sait où il se trouve actuellement. A-t-il été enlevé par ceux qui ont causé l'incendie ? Un élément semble indiquer que non, parce que, tout comme lui, sa voiture manque à l'appel. Quelques heures plus tard, un passant signale la présence d'une Toyota Corolla abandonnée près de la bibliothèque de North Bend. Toutes les portes du véhicule sont déverrouillées. Quant à ses clés, elles ont été laissées sur le contact. Visiblement, Peter a quitté sa maison en voiture pour rouler jusqu'ici, avant de poursuivre son chemin à pied. Je sais, t'as ton radar à red flag qui siffle de tous les côtés et je te rassure, t'es pas seul. Forcément, dès le départ, les policiers se disent qu'il n'est peut-être pas étranger au drame qui vient de se produire. Et ce qu'ils vont découvrir va les conforter dans leurs soupçons. Dans les décombres, les enquêteurs font les deux découvertes qui vont faire basculer cette affaire dans une autre dimension. La première, c'est un coffre-fort. Il se trouve dans un coin de la maison à moitié calciné, ouvert et non verrouillé. À l'intérieur, une bombe artisanale, des munitions, mais aussi des disques contenant des plans et des photographies d'une structure en bois creusée quelque part dans les montagnes qui ressemble à un bunker. La seconde découverte, c'est un disque dur d'ordinateur. Par chance, il a pu être récupéré intact dans les décombres. Et vu ce qui s'est passé, on peut presque parler de miracle. Parce que c'est ce qu'il contient qui va faire de l'implication de Peter Keller, le mari introuvable, une certitude absolue. Et surtout, ça va faire de cette affaire criminelle l'une des plus troublantes de l'histoire du pays. Quand les enquêteurs commencent à remonter la piste du père de famille disparu, la première chose qui les frappe, c'est l'absence totale de signaux d'alarme évidents. Alors que d'habitude, dans ce genre d'affaires, on a quand même des cas d'école. Du genre qui boit du sang de lapin et transforme son matelas en piscine. Peter Alex Keller a 41 ans. Au moment du carnage, il habite à North Bend avec sa femme et leur fille depuis déjà plusieurs années. Et tous ceux qui le connaissent n'ont absolument rien à lui reprocher. Rien non plus ne peut laisser penser qu'il est possiblement impliqué dans ces meurtres. C'est limite le voisin idéal. Il travaille comme technicien chez Solar Systems, une entreprise de reconditionnement informatique située à Preston, une ville voisine. Ses collègues le décrivent tous de la même façon, sans exception. Solitaire et peu loquace. Peter est quelqu'un qui fait correctement son travail avant de repartir sans s'attarder. Si même les collègues discrets deviennent des meurtriers détraqués, on est foutu. Et franchement, Peter a l'air vraiment normal. Le week-end, il part randonner seul ou avec le chien de la famille dans les cascades pendant des heures, parfois des journées entières. Bon, maintenant ça paraît suspect, mais avant tout ça, personne ne lui pose vraiment de questions là-dessus. D'ailleurs, son propre père n'a plus de nouvelles de lui depuis novembre 2011, 5 mois avant les meurtres. Pourtant, personne n'a jugé utile de rompre ce silence. Voilà le tableau en surface. Seulement, quand les enquêteurs commencent à interroger les proches de Lynette, un autre portrait émerge peu à peu, comme si chaque témoin apportait sa propre pièce d'un puzzle que personne n'avait encore essayé d'assembler. Lynette était native de Pomona, en Californie. Elle a grandi dans l'Oregon, l'état au nord de la Californie. C'est d'ailleurs au lycée d'Aloha qu'elle a rencontré Peter. Ils se sont perdus de vue un moment, puis se sont retrouvés quelques années plus tard. D'abord, ils sont devenus meilleurs amis. Entend par là que Peter s'est fait recaler, mais qu'il restait dans les parages en attendant une opportunité. Bah oui, au départ, Lynette n'était pas très intéressée par lui. Très tôt, il lui a parlé de son envie de se marier et d'avoir des enfants, mais elle lui a répondu qu'elle n'avait pas vraiment ce désir-là. C'est sa sœur, Kimberly, qui l'a convaincu de lui donner sa chance,
persuadé qu'ils formeraient un beau couple. Et 3 mois après avoir officiellement formé un couple, Peter a remis le sujet du mariage sur la table. Et si Lynette hésitait encore, elle a fini par accepter. Ils se sont donc dit oui, puis se sont installés dans la région de Portland. Et le 28 juin 1993, Kaylin, la fille unique du couple, a vu le jour. Lynette était une femme introvertie et centrée sur sa famille. Elle était passionnée de scrapbooking. En gros, elle fabriquait des livres de souvenirs, des cartes et des invitations personnalisées qu'elle vendait dans des foires artisanales. Elle publiait aussi des tutoriels sur YouTube, où elle avait noué de vraies amitiés en ligne avec des gens qui lui écrivaient régulièrement. Depuis un accident de travail survenu quelques années avant les faits, Lynette percevait une pension d'invalidité. C'était son unique source de revenus. Peter était le seul à contrôler les finances du foyer, et il le faisait très étroitement. C'était un vrai rat, quoi. Le couple avait plusieurs comptes bancaires, mais Lynette n'y avait pas accès. Elle devait parfois emprunter de l'argent à son père ou à son beau-père pour se faire un petit plaisir. Même avec le gouvernement, tu te serres pas autant la ceinture. Pourtant, elle avait confié à des proches que Peter mettait de côté une grosse épargne et que la famille serait très à l'aise financièrement quand il prendrait sa retraite. Elle avait même carrément précisé qu'il serait probablement millionnaire. Peu avant les meurtres, le couple Keller avait fêté leur anniversaire de mariage, 21 ans de vie commune. Le frère jumeau de Lynette, Gene, dit qu'elle lui avait semblé heureuse lors de leur dernier appel téléphonique. Elle n'avait pas montré le moindre signe que quelque chose n'allait pas. C'est ce décalage-là qui rend cette affaire si difficile à comprendre. Kaylin, elle, n'avait que 18 ans. Elle venait de terminer le lycée et étudiait au Bellevue College, tout en travaillant comme testeuse de jeux vidéo. Elle passait ses week-ends à explorer des mondes virtuels avec son petit ami, Carson. Ils avaient même commencé à concevoir leur propre jeu. Carson s'occupait des décors et des cartes, pendant que Kaylin imaginait les personnages et leur histoire. L'Institut DigiPen de Redmond était l'étape suivante qui devait jalonner son parcours, le rêve vers lequel tout pointait. Son petit ami savait que le père de Kaylin stockait des provisions dans un fort caché dans les bois, et qu'il se préparait à la fin du monde. Il lui avait même montré sa collection d'armes lors d'une visite. Tu vois, c'est à ça que ça sert le true crime. Un truc comme ça, on sait que ça va mal finir. Mais ni Carson, ni Kaylin ne connaissaient l'emplacement exact de ce que Peter appelait Camp Keller. En fait, personne ne connaissait la localisation du bunker, à part lui. Et c'est là qu'on commence à entrevoir qui est vraiment Peter. C'est un homme reclus, qui a une fascination marquée pour les trains et les armes à feu. Il a aussi une profonde méfiance envers toute forme d'autorité, assortie d'une mentalité de survivaliste ancienne et tenace. Peter possède un véritable arsenal, qu'il s'est constitué dans le dos de Lynette, parce qu'il savait qu'elle trouverait ça trop cher. Ce détail paraît anodin dit comme ça. Pourtant, il est très parlant, parce qu'il met au jour une vérité inconnue de beaucoup. Depuis des années, Peter menait 2 existences parallèles sous le même toit. L'une que sa femme et sa fille pouvaient voir, et l'autre qu'il s'appliquait à leur dissimuler en mentant à tout le monde. Les semaines qui précèdent le carnage du 22 avril donne la mesure exacte de l'étendue de cette dissimulation. Peter avait posé des jours de congé le lundi, le jeudi et le vendredi de la semaine des meurtres, sans fournir d'explication. Il y était pas obligé évidemment, mais il n'a absolument rien dit à ce propos. Le vendredi 20 avril, 2 jours avant les faits, il se rend dans une agence de la banque Chase à Issaquah et retire 6 200 $ en liquide. Alors, un retrait de ce montant aux États-Unis, c'est pas suspect, c'est même très courant. On va pas te demander 36 justificatifs ou limiter la somme. Pas comme en Europe où ton banquier te regarde comme si t'allais acheter un lance-roquette. Le lendemain, le samedi 21 avril à 20h47, son téléphone portable émet un dernier signal sur une antenne relais à environ 11 km du bunker, puis il cesse d'émettre. Peter l'a éteint, sans aucune intention de le rallumer un jour. Et lorsqu'un collègue lui demande quand est-ce qu'il compte revenir au bureau, il repart avec une réponse qui, finalement, en dit long. Il lui a dit qu'il ne reviendrait peut-être pas la semaine suivante, ni celle d'après. Peut-être jamais. Le soir du 21 avril, Lynette est à la maison, au téléphone avec un proche. Kaylin, elle, discute avec Carson, comme ils le font souvent. Puis la nuit tombe sur South East Street. À ce moment-là, aucune d'elles ne se doute que l'une des personnes en qui elles ont le plus confiance s'apprête à les abattre froidement dans leur sommeil. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi un époux, un père, décide-t-il un jour de supprimer toute sa famille ? Ce que les enquêteurs ignorent encore, c'est que la réponse à presque toutes leurs questions a été filmée, commentée et expliquée par Peter lui-même. Dans cette même forêt, où il a passé des années à construire l'endroit destiné à finaliser tout son plan depuis le début. Et ça, c'est sûrement la première fois dans l'histoire criminelle américaine. Quand les policiers consultent le contenu du disque dur récupéré dans la maison des Keller, ce qu'ils trouvent dessus change la nature de l'enquête. Parce qu'il y a des dizaines, voire des centaines de photos prises sur une période de 9 ans. Et pour une fois, ce sont pas des trucs de dégénérés complets. Enfin si, mais pas au point de t'envoyer chez le psy 2 fois par semaine jusqu'à la fin de ta vie. Ce sont des plans de construction dessinés à la main, couverts d'annotations dans les marges. Et surtout des vidéos.
Ce que ces images révèlent, c'est que Peter n'a rien d'un homme à bout qui a craqué dans un moment de folie. Les autorités ont affaire à quelqu'un qui a tout planifié pendant des années, en filmant sa propre progression, exactement comme d'autres filment leurs travaux de rénovation. En fait, ils regardent le vlog d'un meurtrier. C'est plus que c'était les créateurs de contenu. Les photos les plus anciennes présentes sur le disque dur de Peter remontent à 2003. À ce moment-là, il vit encore dans un quartier au pied de Rattlesnake Ridge, et il repère le futur emplacement de son bunker. Il étudie ensuite la pente choisie avec le flegme de quelqu'un qui n'est pas pressé, parce qu'il sait qu'il a tout son temps. D'ailleurs, il ne commence à creuser qu'en 2004. Il découpe lui-même les grosses pièces de bois, les ajuste, les recoupe aux bonnes dimensions, puis bricole un système de poulies dans les arbres pour les monter jusqu'au chantier tout seul. Chaque week-end, quasiment sans exception, tandis que Lynette est chez eux à faire du scrapbooking et que Kaylin est avec ses amis, il monte dans la forêt avec un sac à dos. Naturellement, sa famille pense qu'il fait de la randonnée, sauf que non. Dans les vidéos, on le voit partir avec des charges qui atteignent parfois 45 kilos. Son sac est bourré de provisions qu'il liste à voix haute, face caméra, comme un inventaire. Un bidon de haricots de 20 kilos, du matériel pour faire du vin, une arme ou encore des munitions. Il annonce le total de ce qu'il a rassemblé avec satisfaction, comme si chaque montée était une victoire. Camp Keller est construit sur la pente abrupte au-dessus du quartier de Foster Woods. La structure est creusée à environ 6 mètres de profondeur dans le flanc de la colline. Elle compte 2,5 niveaux d'espace de vie, reliés par des échelles. Plusieurs entrées sont dissimulées sous des branchages et des fougères, soigneusement placées, pour que rien ne dépasse. Peter imperméabilise les parois avec de la terre tassée et des rondins. Il y installe un système de ventilation et tire des tubes en plastique depuis un ruisseau voisin pour avoir de l'eau courante. Il fabrique aussi un poêle à bois dans une vieille poubelle en aluminium percé. Enfin, il dissimule un générateur dans la pente pour alimenter un système électrique rudimentaire. Sur les étagères vissées aux parois, il organise soigneusement ses stocks, comme un libraire aurait classé ses ouvrages. Des céréales et des légumineuses dans des sachets étanches refermables, de l'orge, du riz, des haricots, et au milieu de tout ça, d'importantes quantités de barres chocolatées et de bouteilles de soda. On est aux États-Unis, hein. Pas de coca, pas de survie. Des pistolets et fusils à longue portée, avec leurs munitions rangées dans des sachets plastiques. Il a également des bidons de propane, des bouteilles d'allume-feu, des gilets pare-balles, des jumelles et une bombe artisanale. Sans parler d'un impressionnant montant d'argent liquide, des liasses de billets représentant des dizaines de milliers de dollars. Dans les derniers mois avant les meurtres, Peter commence même à creuser dans la roche vive pour agrandir le bunker, signe qu'il prévoit d'y rester un bon moment. Dans les plans dessinés à la main retrouvés dans le coffre-fort de la maison, une note griffonnée dans la marge indique qu'il veut construire 2 laboratoires. Un pour les virus, un autre pour les nanorobots. Ce que ses ambitions à long terme signifient concrètement, même le shérif du comté a admis ne pas vraiment le savoir. Par contre, ce que ces plans disent sans ambiguïté, c'est que Peter n'avait pas dans l'idée de bâtir un simple abri de survivaliste. Il s'est construit son propre monde, conçu dès le début, pour accueillir une seule personne. Ce détail prend tout son sens quand on regarde les vidéos, parce que Peter ne filme pas seulement le chantier, il se capture aussi régulièrement lui-même, en train de parler à la caméra. Debout dans les bois, le menton couvert de barbe et les cheveux en désordre, il commande son projet avec le calme de quelqu'un qui fait un point d'avancement sur un dossier. Dans un premier enregistrement, il dit qu'il a 40 ans et qu'il commence à manquer de temps. Vivre normalement, payer des factures et aller travailler, tout ça le rend fou. Il trouve beaucoup plus réconfortant d'imaginer vivre dans les bois en prenant ce dont il a besoin, même en pillant des pharmacies s'il le faut. Peter dit qu'au moins ce sera excitant, que ce sera pas ennuyeux, et qu'il n'aura plus à se préoccuper de Lynette ni de Kaylin. Il parle de sa femme et de sa fille comme des contraintes logistiques, avec le même ton employé quelques secondes plus tôt pour parler de l'étanchéité des parois. Ce qui frappe dans ces enregistrements, c'est pas la violence, c'est l'absence totale de sentiments, de doute. Il est certain de mener le bon projet, le projet d'une vie. Peter a passé 8 ans à monter des planches de bois dans la forêt les week-ends, à installer des tuyaux, à ranger des munitions et à creuser un peu partout. 8 années, durant lesquelles sa femme et sa fille vivaient leur vie à moins d'1 heure de marche en dessous, sans se douter de rien. Cela dit, il y a une question à laquelle les enquêteurs ne peuvent pas répondre. Pourquoi Peter a-t-il laissé le coffre-fort ouvert? Pourquoi n'a-t-il pas détruit le disque dur lui-même avant de partir? Lui qui avait tout planifié depuis des années. Est-ce qu'il a simplement manqué de temps ce matin-là, emporté dans la mécanique d'un plan qui s'exécutait enfin? Voulait-il que quelqu'un les regarde? Les vidéos n'apportent pas de réponse à cette question. En vérité, elles ne répondent à presque aucune des questions que tout le monde se pose. Mais tandis que les enquêteurs les regardent en boucle dans l'espoir de trouver un sens à tout ça, les trackers sont déjà en route pour aller déloger le meurtrier dans son bunker. Oui, mais d'abord, il faut le trouver, ce bunker. Tout commence par une photo floue, récupérée sur le disque dur.
Une image prise depuis l'intérieur du bunker, sur laquelle il y a une vue sur la vallée en contrebas. Sur cette image, on distingue les bâtiments du centre commercial North Bend Premium Outlet et un réseau de lignes électriques en arrière-plan. Une spécialiste en informatique judiciaire est donc appelée pour localiser l'endroit exact depuis lequel la photo a été prise. Elle commence par l'agrandir, affine sa résolution, avant de calculer les angles entre le point de vue du photographe et les quelques repères visibles au loin. C'est en croisant ces données, avec les témoignages des randonneurs qui ont signalé avoir vu le véhicule de Peter garé au départ du sentier Rattlesnake Ridge au cours des mois précédents, que les enquêteurs définissent leur zone de recherche. Le 26 avril, 4 jours après les meurtres, un tracker expérimenté, également spécialiste en explosifs, part en reconnaissance avec une collègue, qui a elle aussi une formation en pistage. Ils s'habillent comme 2 habitants de Seattle en balade. Sac à dos rouge, pantalon de randonnée léger et chapeau de pluie. À ceci près que dans leur sac, ils ont caché des menottes, des armes et des munitions supplémentaires. Et oui, ils ne peuvent pas se comporter comme des trackers ordinaires. S'ils progressent à genoux en examinant chaque empreinte visible, Peter risque de les repérer. Il est probablement là, quelque part au-dessus d'eux, à surveiller les abords avec un fusil à lunettes et des jumelles. Il a plus grand-chose à perdre à ce stade. Alors les 2 trackers doivent s'adapter à cette situation spéciale. Ils marchent, parlent, comme un couple ordinaire qui profite de sa promenade. Un pas dans les bois, et ils savent déjà que quelqu'un est passé là récemment. 4 pas, ils savent que c'est Peter. Les feuilles au sol sont arrachées et retournées, mais les déchirures sont fraîches, pas encore brunies. Les traces de boue sur les dernières feuilles n'ont pas été rincées par la dernière pluie, ce qui les situe dans les heures précédentes, peut-être même dans la nuit. Les empreintes viennent de bottes militaires et mènent dans une direction que n'emprunterait jamais un randonneur ordinaire, vers le haut d'un ruisseau en crue, sur une pente sans sentier, un terrain si accidenté que venir courir là est dangereux, même de jour. Les trackers remontent l'information à la base par téléphone portable, pas par radio. Ils sont quasiment sûrs que Peter a un scanner de police et surveille les fréquences. Le lendemain matin, bien avant l'aube, des dizaines d'agents des forces spéciales du comté de King et de la ville de Seattle convergent vers le départ du sentier, visages striés de peinture de camouflage. 3 équipes distinctes s'élancent sur la crête en même temps, chacune remontant un ruisseau différent pour couvrir un maximum de terrain. L'hélicoptère mobilisé commence ses rotations, une 40aine au total sur la journée, pour amener des renforts et du matériel. Les équipes progressent pendant 7 heures, parfois à 4 pattes dans la boue et sous les broussailles, à travers les cèdres, les épicéas et les fougères, sur une pente si raide et si glissante après les pluies de printemps que personne ne peut s'y tenir debout très longtemps. Contre toute attente, ce n'est pas une carte ni un signal qui guide les équipes vers le bunker de Peter. C'est une odeur. La fumée de son poêle à bois de fabrication artisanale se glisse entre les arbres, avant même que l'entrée camouflée sous les fougères ne soit visible. Une fois sur place, en début d'après-midi, les agents injectent du gaz lacrymogène dans le bunker, appellent Peter au mégaphone et attendent. Sauf que personne ne sort, et ils n'obtiennent aucune réponse non plus. Les équipes ne sont pas certaines que le gaz ait pénétré assez loin pour atteindre les niveaux inférieurs de la structure. On ne sait pas à quoi ça ressemble exactement à l'intérieur en réalité. Donc les autorités demandent aux journalistes présents sur les routes en contrebas de ne rien diffuser sur l'emplacement exact du bunker. Peter a une radio. S'il sait précisément où sont positionnés les agents, il peut sortir un fusil à lunettes par l'une de ces ouvertures camouflées et les tirer comme des canards. Par chance, les journalistes acceptent de suivre les consignes et gardent le silence pendant toute la durée de l'opération. La nuit tombe sur Rattlesnake Ridge, pendant qu'une seconde équipe prend le relais autour du bunker. Dans l'obscurité de la forêt, les agents observent quelque chose d'inquiétant. Des lumières s'allument et s'éteignent à l'intérieur par intermittence, tout au long de la nuit. Peter est vivant là-dedans, et il a de quoi tenir longtemps. Un générateur, des vivres, un gilet pare-balles, et plus d'une dizaine d'armes. L'opération peut prendre la tournure d'un carnage en très peu de temps. Le terrain autour du bunker est si hostile que 4 agents doivent être hospitalisés et perfusés avant la fin de la nuit, pour déshydratation et épuisement. L'un d'eux se foule même une cheville dans la descente. Puis, dans le courant de la nuit, les hommes chargés de surveiller Camp Keller entendent quelque chose. C'est un claquement sec et bref, étouffé par les parois en rondins. Ils pensent que c'est un coup de feu, mais ils en sont pas certains. Le samedi matin, le shérif décide de passer à l'étape suivante. Le tracker du premier jour est rappelé, cette fois, pour ses compétences en matière d'explosifs. Il descend donc en rappel depuis l'hélicoptère jusqu'au toit du bunker avec un collègue. Entre les jambes, il a un sac contenant de longs cordons d'explosifs souples, comme du tuyau d'arrosage. Pendant qu'il pose les charges sur les rondins, les hommes savent qu'ils sont entièrement exposés, à découvert sur le toit. Si Peter est encore en vie à l'intérieur avec un fusil, rien ne les protégera. Avant de faire sauter le toit, il glisse d'abord une caméra robotique dans l'une des ouvertures de la structure.
Sur l'image qui remonte, Peter est allongé dans une mare de sang. Les agents posent quand même les cordons avec précision. Ils doivent calculer la charge exacte nécessaire pour arracher le toit de ses vis de 45 cm et de ses clous de 25 cm. Tout ça sans que la structure s'effondre sur le corps et l'épreuve. Une fois que tout est en place, l'explosion retentit. Peter est au niveau inférieur du bunker, une arme à côté de lui. L'enquête établit qu'il s'est ôté la vie, en se tirant une balle dans la tête au niveau supérieur dans la soirée du 27 avril 2012, après l'injection des premières salves de gaz lacrymogène. Après ça, son corps est tombé au niveau du dessous. Les agents trouvent une radio dans sa main. Il a suivi les opérations en direct depuis le début. Il a entendu les équipes s'installer autour de lui dans l'obscurité et savait exactement ce qui se passait dehors. Dans un dernier enregistrement retrouvé dans une caméra à l'intérieur du bunker lui-même, Peter raconte qu'il a longtemps trouvé son plan insensé, mais que plus il y pensait, plus ça lui semblait logique en réalité. Il dit qu'il ne ressent pas vraiment de culpabilité, que c'est juste la façon dont les choses se déroulent. Il ajoute qu'il doit mourir dans 2 ou 3 semaines, et que si jamais la police comprend où il est, il a déjà prévu sa sortie. Il annonce ça en riant légèrement, comme si l'idée lui semblait presque pratique. À côté de la caméra, dans le bunker, les enquêteurs retrouvent la veste de Peter, et dans la poche de cette veste, le pistolet Walter calibre 22, avec lequel il a tué Lynette et Kaylin. Il l'avait emporté avec lui, comme un souvenir. C'est face à ces images que le shérif du comté déclare en conférence de presse que la vidéo est stupéfiante dans sa malveillance et qu'il n'a rien vu de tel dans toute sa carrière. Peter a choisi la façon dont il allait partir, exactement comme il l'avait annoncé dans ses vidéos. En sachant qu'il était cerné, il s'est donné la mort sans hésitation, après avoir tué toute sa famille. Mais pourquoi ne pas simplement les avoir quittés pour aller vivre seul dans son bunker ? Le mystère reste entier. Il n'y a pas eu de procès ou de possibilité d'avoir plus d'explications de la part de Peter. Ce qu'il a bien voulu que les gens sachent, il l'a filmé. Le reste, il l'a emporté avec lui. Quant au bunker, le département des ressources naturelles de l'État de Washington en a ordonné la démolition dès le 1er mai, suivant la découverte du corps de Peter. Le toit a été démantelé, la structure a été comblée avec de la terre et du bois, et le jour suivant, il ne restait plus rien de Camp Keller. Les liasses de billets retrouvées dans le bunker ont été intégralement utilisées pour la création d'une bourse d'études à l'Institut DigiPen, en mémoire de Kaylin, pour financer les études de jeunes femmes qui veulent concevoir des jeux vidéo. L'argent qu'il avait pris à sa famille pour organiser leur mort et la sienne sert maintenant à construire l'avenir qu'il a volé à sa fille. C'est une histoire de dingue. Je pense que c'est la première fois qu'on a un meurtrier qui documente en vidéo absolument tout ce qu'il a prévu de faire du début à la fin, comme un journal de bord. Quoi qu'il y a l'affaire Randy Ster, que je t'avais raconté ici, qui se rapproche un peu de ce cas, avec le tueur qui raconte tout ce qu'il va faire sur YouTube. En tout cas, on est arrivé au bout de cette enquête. Un grand merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, ça m'aide énormément. Et je te dis à très vite. Bye.